Je vous souhaite bonjour à tous et à toutes, ceux qui sont présents avec nous ici et ceux qui sont en ligne. En principe, nous avions 73 personnes qui ont réservé pour être sur place et 124 personnes ont réservé pour nous suivre en ligne. Alors, un bon score. Avec cette très belle journée de printemps, je ne sais pas si je devrais dire hiver-printemps ou printemps-hiver. On a de la misère un peu avec les transitions cette année, mais quand même, c'est un beau soleil. Alors, ben, je me présente, Delfino Campanile, je suis directeur général de Promis. Et au nom d'Emploi en région, je vous souhaite la bienvenue à ce dévoilement du rapport de notre troisième forum sur la régionalisation de l'immigration au Québec. Ce forum s'est tenu à Drummondville les 3 et 4 octobre derniers. Alors, écoutez, j'aurai le plaisir d'animer cet événement ce matin. J'espère qu'il n'y aura pas trop de dérapage. Donc, ça va être correct. Alors, juste pour vous dire un peu notre déroulement aujourd'hui, bien, écoutez, on va, après mes premières remarques, on va aller dans les allocations d'ouverture, suivi par un bref retour sur le forum avec une petite vidéo rétrospective, la présentation du rapport, qui est un peu la raison d'être pour notre activité d'aujourd'hui, et on en suivra avec une période de questions-commentaires pour une quinzaine de minutes, on verra ensemble, pour par la suite prendre le temps de monter vers la salle à dîner et commencer notre dîner réseautage ensemble. La fin de l'événement, écoutez, ça va dépendre de vous, mais on va peut-être vers 14h, 14h30. Et ceux qui veulent rester plus longtemps, je pense qu'il y a un bar ici aussi, alors ça peut se continuer. J'aimerais simplement vous rappeler qu'Emploi en région est un projet de régionalisation de l'immigration qui a été mis en œuvre en 2018. Il regroupe 3 organismes montréalais œuvrant à l'intégration des personnes immigrantes. L'organisme Inici, le collectif des femmes immigrantes du Québec, et Promis. C'est un projet qui était rendu possible grâce au soutien du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Je tiens à saluer mes collègues du comité de direction du projet, Mme Adina Unguranou du collectif, M. Yannick Boucher, qui est à l'arrière avec son cap, de Inici, ainsi que l'ensemble des intervenants d'Emploi en région présents aujourd'hui avec leur beau T-shirt Emploi en région. Et oui, on commence une section de merchandising. Alors, si jamais ça vous tente de l'acheter, on prend des commandes à la fin de la rencontre. Malgré le fait qu'on est tous ici pour Emploi en région, la régionalisation ne se fait pas tout seul. Alors, nous travaillons en étroite collaboration avec 25 partenaires régionaux à travers le Québec, la plupart qui sont inscrits ou ils sont en ligne avec nous pour l'activité. Peut-être simplement vous dire qu'à la veille de ce congé pascal, permettez-moi de vous rassurer. Oui, nous continuons de prêcher la bonne nouvelle de la régionalisation de l'immigration. Et chaque jour, nous gagnons des nouveaux adhérents et nous consolidons nos assises. Et plus important, nous ne perdons pas la foi. La régionalisation, ça compte et c'est important pour le Québec. Nous pensons même établir de nouveaux lieux de pèlerinage en région dédiés à la régionalisation, peut-être en commençant avec Sorel-Tracy. En effet, nous sommes très heureux de faire ce dévoilement ici même à Sorel-Tracy, en collaboration avec notre partenaire local, l'Orientec, représenté ici par sa directrice générale, Mylène Castonguay, et autres membres de l'équipe qui sont dans la salle. Sorel-Tracy, pour nous, demeure une destination fort accueillante, dynamique pour nos participants et notre personnel, et nous en sommes très reconnaissants. Avant de céder la parole à nos invités, j'aimerais quand même souligner la présence de quelques personnes, en commençant par le maire lui-même de Sorel-Tracy, M. Patrick Péloquin, qui est devant nous. Nous avons aussi M. Dario Souza, directeur général des opérations régionales du MEFI, qui va être en ligne avec nous. Et nous avons la présence aussi de M. Jonathan Massy, directeur régional de la Montérégie du MEFI, qui est juste là. Bonjour, M. Lahaye-Massy. Et aussi, nous avons des représentants de nos partenaires nationaux très précieux pour nos démarches. Alors, les gens de la Fédération des chambres de commerce du Québec, les gens de Place aux jeunes en région, je vois son directeur général juste ici, la Fédération québécoise des municipalités, Éducation internationale avec sa directrice générale juste là aussi, Immigrants Québec, les personnes immigrantes Québec avec nous, et Desjardins, ainsi que tous les représentants des milieux communautaires, institutionnels et municipaux qui ont pris le temps d'être avec nous ce matin. Alors, merci beaucoup. On vous applaudit. Alors, pourquoi sommes-nous ici? On est ici pour dévoiler un rapport qu'on pense qui est un moment quand même important,
Ça suit dans la démarche de réflexion collective que nous avons tous faite ensemble au mois d'octobre. C'est une façon de mettre en relief la régionalisation, voir un peu où on est rendu, en tout cas en 2024, et voir comment que les gens qui y travaillent voient les possibilités, les contraintes et peut-être des nouvelles pistes à explorer. Alors, dans ce contexte-là, on pense quand même que c'est un élément qui pourrait servir à vos réflexions locales, régionales, et on est prêt à travailler avec vous dans ce contexte-là. Alors, c'est un document qu'on espère va vivre en région et vous permettre aussi de nourrir vos réflexions. C'est sûr que ce n'est pas des recommandations formelles, ce n'est pas un verbatim de ce qui s'est passé. C'est quand même une synthèse qui vous permet de mieux situer un peu les échanges et voir un peu l'évolution, peut-être pour ceux qui sont des gens de longue date en régionalisation, où sommes rendus maintenant. En tout cas, on espère que ça va être quelque chose qui va être aidant et qui va vous permettre d'aller un peu plus loin dans vos actions, dans nos actions collectives en régionalisation. Alors, sur ce, je vais appeler notre premier invité, quelqu'un de marque, M. Patrick Peloquin, maire de Sorel-Tracy, futur lieu peut-être de pèlerinage de la régionalisation. À venir prononcer quelques mots. Merci. Alors, bonjour à tous. Bienvenue dans la plus belle ville du Québec. Non, mais c'est vrai que c'est beau, là. Regardez là, l'extérieur, le fleuve qui part. En fait, le fleuve, une ville qui avait oublié qu'elle avait un passé maritime, mais pourtant, on est la 8e ville en tonnage au Canada. Oui, on a des ports privés ici, le grain, l'industrie lourde, la sidérurgie, la métallurgie. On a également un grand secteur en hydroélectricité, puis Dieu sait que l'hydroélectricité, c'est important pour notre futur. Hydro-Québec a des gros contrats en hydroélectricité qui s'en viennent par chez nous. Et nous avons aussi l'ambition de relancer notre chantier naval qui est ici, chantier qui a œuvré pendant plus de 100 ans. En fait, on a 300 ans d'histoire en construction navale à Sorel-Tracy et on va le relancer. Mais comment on relance un chantier naval? Comment on stimule une économie? Comment on fait en sorte que notre ville, présentement, vit une effervescence sans précédent au niveau du développement économique? Mais comment ça se fait? C'est en partenariat, c'est en travaillant ensemble. Et quand on travaille ensemble, puis c'est ça la beauté des régions, c'est qu'on est en proximité, c'est qu'on connaît pratiquement personnellement les acteurs locaux. Et ça permet de faciliter l'effort qui est fait dans tous les secteurs d'activité. Alors, que ce soit dans le développement économique, bien sûr, mais que ce soit aussi dans l'accueil de nouveaux arrivants sur un territoire. Et ici, à Sorel-Tracy, on y croit beaucoup. Parce qu'à Sorel-Tracy, nous avons déjà beaucoup d'investissements en cours, mais on prévoit pour 500 millions, un demi-milliard d'investissements en développement économique. Et avec ça, nous avons présentement sur le territoire la construction pour cette année, d'autoriser de 2700 portes, logements, maisons pour accueillir des gens. Et dans un contexte des 3 années en cours, les années précédentes et les années qui s'en viennent, dans la région au complet, on est entre 4 000 et 5 000 nouvelles portes sur le territoire. Sorel-Tracy, présentement, est dans le top 10 des villes en développement au niveau de la construction résidentielle avec une hausse de 38 de la construction résidentielle sur le territoire. Alors, ça fait quoi, ça? Ça fait que quand on regarde ce développement-là, quand on voit l'agilité, la mobilité des acteurs, où est-ce qu'on retrouve ça? Bien, je vais dire Sorel-Tracy, mais de façon plus générale, c'est en région. Quand on parle de qualité de vie, d'accès à la propriété, où est-ce qu'on retrouve ça? En région. Quand on parle de développement économique du Québec, qui fait la force, c'est vraiment la figure de proue du développement, où est-ce que ça se passe? En région. Et quand on parle de développement économique, quand on parle de qualité de vie, ça nous prend des gens qui y habitent. Et la meilleure place pour des nouveaux arrivants, où est-ce qu'on retrouve ça? Et voilà, merci beaucoup. Eh bien, il n'y aura pas d'argument là-dessus. Alors, j'appellerai maintenant Mme Mylène Castonguay, directrice générale de l'Orientec et précieuse collaboratrice de cet événement, à venir nous adresser la parole. Mylène. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Mylène Castonguay, oui, directrice générale de l'Orientec. Qu'est-ce que l'Orientec? En fait, on est un organisme communautaire situé à Sorel-Tracy d'environ un peu plus de 30 employés.
On œuvre au niveau de l'accompagnement à la recherche d'emploi, orientation professionnelle, mais on a aussi un volet très important qui est celui de l'accueil des nouveaux arrivants. Donc, ça se résume en gros en trois volets principaux. La régionalisation, le volet installation, puis le volet accompagnement là, pour l'obtention et le maintien en emploi des nouveaux arrivants. Donc, premièrement, c'est avec un grand plaisir que je me joins à vous aujourd'hui à l'occasion du dévoilement du rapport du 3e Forum sur la régionalisation de l'immigration. Ce moment que nous partageons ensemble représente bien plus qu'un simple bilan. Il s'agit d'un témoignage vibrant du travail collectif accompli et d'un pas de plus vers une vision commune d'un développement régional inclusif, humain et durable. Notre région, la MRC de Pierre-de-Sorel, offre un cadre de vie attrayant pour de nombreuses familles immigrantes. Située à proximité des grands centres urbains, elle bénéficie d'un marché immobilier plus accessible que bien d'autres régions et d'une offre de services communautaires de proximité qui en fait notre fierté. Et je ne saurais passer sous silence nos stationnements gratuits ni la qualité de notre transport collectif. Notre territoire est en plein essor, comme le disait Patrick tantôt. Il regorge d'opportunités d'emploi dans des secteurs variés, agroalimentaire, métallurgie, sciences et technologies, écologie industrielle, santé, éducation, commerce de détail, et j'en passe. Mais Pierre-de-Sorel, ce n'est pas que l'emploi et l'industrie. C'est aussi une région vivante, vibrante. Elle se démarque par sa richesse naturelle, ses plans d'eau, ses boisés, ses parcs, ses pistes cyclables, ainsi que ses nombreuses infrastructures sportives. C'est une communauté qui investit dans ses espaces, dans ses services, dans son avenir. Une région qui, malgré son apparente tranquillité, est animée par une vie culturelle dynamique, des festivals, des spectacles et de nombreux événements rassembleurs. Mais alors, qu'entendons-nous concrètement par régionalisation de l'immigration? Et comment ça se traduit concrètement sur le terrain? Au cours des 21 derniers mois, ce sont plus de 110 personnes qui ont été accompagnées par l'Orientec dans leur démarche de régionalisation. Parmi elles, une quarantaine ont choisi de s'installer sur notre territoire. Ce parcours débute souvent par une première rencontre dans le cadre de salons de l'emploi, grâce à nos partenariats solides avec des organismes de la grande région métropolitaine, notamment Emploi à Région, qui nous accueille aujourd'hui. À partir de là, nous mettons en œuvre une démarche personnalisée, évaluation des besoins, présentation des atouts de la région, visite exploratoire et un accompagnement soutenu jusqu'à l'installation. Une fois le choix d'installation confirmé, notre structure d'accueil, Accès Région, composée d'une équipe dédiée d'une dizaine de professionnels, prend le relais pour assurer une intégration harmonieuse et durable. En tout, depuis juillet 2023, ce sont plus de 330 personnes immigrantes qui ont été soutenues dans leur démarche d'établissement et d'émigration, ainsi que près de 70 demandeurs d'asile rencontrés pour un suivi en installation. Tout ce travail ne serait pas possible sans la collaboration étroite du chantier Attraction de la main-d'œuvre, mais aussi et surtout grâce à l'engagement de nos partenaires communautaires, municipaux et économiques. L'élan collectif observé lors de la mobilisation ukrainienne en est un exemple éloquent. Ensemble, nous avons pu accueillir et accompagner plus de 70 personnes en provenance de l'Ukraine. Le fruit de ces efforts se reflète également dans les données. En 2021-2022, la MRC de Pierre-de-Sorel a connu un solde migratoire positif de 727 personnes, ce qui la positionne en 4e place à l'échelle provinciale, juste derrière Vaudreuil-Soulanges, Roussillon et Beauharnois-Salaberry, une performance remarquable pour une région située hors de la communauté métropolitaine de Montréal. Ces chiffres témoignent d'une réalité en pleine transformation. Notre région devient une terre d'accueil. Il nous appartient de saisir cette occasion pour renforcer nos pratiques, coordonner nos actions et bâtir ensemble un milieu de vie accueillant, prospère et inclusif. Je vous remercie sincèrement pour votre présence aujourd'hui. Le dévoilement de ce rapport n'est pas une fin en soi, mais bien le point de départ de nouvelles réflexions, de collaborations renouvelées et d'actions concertées. Bonne rencontre à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci à vous deux pour vos interventions, très appréciées.
Vous savez, quand on regarde la question des rapports et des forums qu'on organise, il est important aussi de souligner que c'est des efforts qui sont bottom-up pour nous autres. Alors, c'est du terrain vers le haut. Alors, ça permet d'avoir les points de vue, les intérêts aussi, les contraintes et aussi les volontés des personnes qui travaillent le terrain pour voir comment on peut aller plus loin. Alors, c'est dans cet esprit-là aussi qu'on organise, on a organisé en octobre dernier ce forum sur la base de mobilisation des forces locales. Alors, c'est l'ensemble des partenaires qui travaillent de près ou de loin à l'accueil des personnes immigrantes. Et ça devient quand même un élément qui est fondamental d'assurer synergie, je n'aime pas le buzzword, mais c'est quand même s'assurer qu'on travaille de façon transversale, de façon concertée, de façon ouverte aussi, une avec l'autre, pour s'assurer qu'on a le maximum de résultats les plus intéressants. Pour qui? Bien, pour les gens qui veulent s'établir, entre autres, à Sorel-Tracy. Alors là-dessus, peut-être pour vous remettre un peu, on va remonter un peu dans le temps, voir un peu qu'est-ce qui s'est passé à notre forum. Alors, on a une petite vidéo, pas trop longue, vous avez quand même le temps de faire quelques textes avant qu'on rentre dans le rapport. Mais la petite vidéo va vous remémorer, bon, ça va nous ramener un peu, voir quand il était les moments forts de cette journée, ces deux journées-là. Alors, je vais demander à notre technicien de bien la faire rouler. Alors, voilà. C'est avec une grande fierté que je vous souhaite la bienvenue à ce troisième forum. C'est avec une grande fierté puis un profond enthousiasme que je prends la parole aujourd'hui là, en cette ouverture de troisième forum sur la régionalisation de l'immigration au Québec. Rappelons à nouveau à quel point l'immigration est une grande richesse et s'avère une importance indéniable pour répondre aux besoins des collectivités québécoises. Donc, merci tout le monde et bon forum. Il est important de participer au troisième forum de la régionalisation pour voir les partenaires, pour voir les nouveaux joueurs, mais aussi pour se mettre à jour là, sur des bonnes pratiques et comment innover dans notre région. C'est important de participer au troisième forum sur la régionalisation parce que le thème, la mobilisation des forces locales, permet de comprendre comment les communautés collaborent ensemble et surtout comment elles font pour maximiser les forces locales. Ce que j'ai apprécié du forum aujourd'hui, c'est la diversité des interventions d'un point de vue autant politique qu'économique. Le thème, c'est la mobilisation des forces locales, la régionalisation. Je pense que c'est quelque chose, évidemment, qui vous tient à cœur. Je ne vous apprends rien, mais de savoir qu'il y a autant de personnes du milieu municipal, du milieu du secteur communautaire, du milieu institutionnel, du milieu privé, c'est certain que ça crée une belle synergie. J'ai apprécié voir la diversité aujourd'hui, non seulement chez les organismes qui contribuent à l'immigration, mais aussi chez les participants, de voir que l'opinion des gens issus de la diversité sont écoutées. Donc, ça m'a vraiment plu. Ce que j'ai apprécié, c'est d'apprendre un peu l'expérience des différents intervenants et surtout de créer des contacts. Entendre les gens qui ont témoigné sur des succès qu'ils ont vécu dans les différents territoires. Alors, c'est quelque chose qui nous permet de pouvoir nous inspirer pour continuer à le développer. Pour moi, le moment le plus inspirant, c'est de voir le projet qui a été mis en place par le ministère de l'Immigration du Québec et différents acteurs locaux pour aider les infirmières de différents pays à venir s'établir au Québec. Je crois que c'est vraiment important, en fait, de continuer le dialogue entre les régions pour bien saisir ce qui se fait ailleurs pour peut-être améliorer chez soi. Le moment le plus inspirant de ce forum, c'est le cri du cœur d'une dame qui a pris la parole pour dire « Oui, tout ça, c'est beau, tout ce qu'on dit, c'est beau, mais sur le terrain, il y a des réalités qu'il faut prendre en compte. » Et je pense que ce genre de rencontre mérite qu'on ait effectivement des perspectives qui ne sont pas toujours heureuses et qu'on apprend à toujours s'ajuster sur le terrain. En terminant, je vais compter sur les 48 cégeps pour continuer à travailler au développement social, économique et culturel de toutes les régions du Québec et donc pour favoriser une pleine et enrichissante régionalisation de l'immigration. Je vous remercie tous les participants parce que sans vous, il n'y a pas de forum. Merci beaucoup. Bon retour chez vous et on se revoit en 2026.
Alors, excusez-moi, je voulais chercher un document. Alors, on arrive maintenant à l'élément central de notre matinée. C'est de vous présenter ce beau rapport, en passant, en ce qui concerne les synthèses des discussions, soit en panel, les conférences qui ont eu lieu, et surtout les résultats des animations qu'on a fait avec l'assistance pendant les 2 jours, qui nous a donné quand même des pistes à explorer, des pistes d'action peut-être à voir, à mettre en place. Pour nous remettre un peu là-dedans et nous présenter un peu qu'est-ce qui en découle, eh bien, nous avons avec nous notre consultant en communication, qui était aussi le directeur de l'événement et le rédacteur de ce beau rapport. Et je vous présente Benoît Malric. Bonjour à tous et à toutes. Je suis bien content d'être avec vous. Je me sens vraiment privilégié d'avoir une belle salle comme ça. Tout d'abord, je voudrais remercier M. Campanile pour sa confiance à répéter en termes d'organisateur du forum et de rédacteur pour le rapport. Je vais essayer dans ma présentation d'être le plus stimulant possible. Présenter un rapport, c'est jamais une tâche facile, mais je suis très confiant que le contenu est pertinent. OK, vous allez dire peut-être parce que je l'ai écrit, hein, mais que je suis un petit peu, j'ai un petit billet, hein, je l'assume complètement, mais c'est surtout parce que c'est une belle démarche collective. C'est surtout hein, votre parole, ce que vous nous avez communiqué, puis on a tenté le plus possible de refléter ce que vous avez tenté de nous apprendre, de nous communiquer sur vos régions. Donc, aujourd'hui, en termes de présentation, juste avant de commencer, je voudrais savoir à main levée combien de personnes qu'on a ici qui étaient présents au 3e forum. Quand même. Pour ceux qui n'étaient pas présents au 3e forum, on vous attend en 2026 pour le prochain forum, le 4e forum, parce qu'on sait qu'il va en avoir un prochain. Est-ce qu'il y a des gens parmi nous qui étaient à Granby en 2023 quand on a présenté le rapport du 2e forum? Merci de continuer à nous suivre. Hein. En 2023, j'avais mentionné un autre élément, je ne sais pas si vous vous en souvenez, un bulletin de liaison sur la régionalisation de l'immigration. J'espère que vous êtes tous et toutes abonnés pour continuer à suivre les efforts d'emploi en région en termes de régionalisation. Donc, ça nous fait plaisir de vous tenir informés, puis aussi d'assurer une cohésion sur l'ensemble du territoire national. Donc, comme M. Campanile l'a précisé, le rapport que vous avez entre les mains présentement et pour ceux qui sont en ligne, que vous allez télécharger à la fin de la présentation avec le lien qu'on va vous envoyer, c'est une démarche collective. C'est vraiment une belle démarche collective qui tient à prendre en compte la parole des 4 secteurs impliqués dans la régionalisation de l'immigration. Donc, vous avez à l'écran des statistiques sur le taux de représentation par secteur. Donc, c'est sûr que le secteur communautaire est le principal représentant avec 47 %, mais on a une très belle représentant du secteur institutionnel. Beaucoup de représentants du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration notamment. On a le secteur privé aussi à 15 % et le secteur municipal. Donc, on a peut-être encore un travail à faire pour mobiliser les forces locales du secteur municipal pour le prochain forum, mais on a confiance là, que les différentes MRC et municipalités vont se joindre à nous dans cet effort collectif pour la grande marche que M. Campanile a mentionné en début d'événement. Mais une de nos grandes fiertés, c'est qu'on avait des représentants de toutes les régions du Québec. Donc, on avait des représentants des Îles-de-la-Madeleine, on avait des représentants de l'Abitibi, du nord du Québec, du Saguenay, des régions métropolitaines. Donc, les gens se sont déplacés, ont participé avec les 227 personnes qui étaient présentes. Ça démontre une belle représentativité de l'effort collectif qu'on a fait. Vous ne le savez peut-être pas, mais organiser un forum de cette ampleur-là et produire un rapport qui met en lumière l'ensemble des milieux, ça demande un travail de préparation assez important. Puis, dans la première page du rapport, vous allez retrouver les membres du comité aviseur. Je tiens à les remercier parce que le comité aviseur, on se réunit 1 an avant le forum pour discuter des thématiques potentielles, pour identifier des intervenants pertinents, pour s'assurer d'avoir une représentativité aussi sur la scène. Donc, on veut s'assurer d'avoir une parité homme-femme, d'avoir des représentants des différentes cultures, d'avoir des gens des différents milieux, des différents partenaires nationaux. Donc, c'est un travail intellectuel assez important que le comité aviseur nous aide.
aide. Ensuite, avec le comité aviseur, bien, on réfléchit aux questions qui vont être posées aux panélistes pour que les questions soient à la fois les plus pertinentes possibles, mais aussi éviter le plus de biais dans nos questions, parce qu'on sait que si on pose une question qui est directement orientée, bien, on peut avoir des réponses qui vont être aussi orientées. Donc, avec cette réflexion-là, ensuite, on fait un travail de préparation avec chacun des panels, les animateurs, les panélistes, pour s'assurer que tout le monde se connaisse avant l'événement. Et quand on arrive sur place, bien, les gens sont prêts à avoir une discussion pertinente. Je vais commencer dans ma présentation à faire un petit peu un résumé, une synthèse des discussions des panels. Si vous étiez au forum ou que vous étiez panéliste, j'espère que vous allez me pardonner si je ne dis pas tout ce qui s'est dit, parce que ça a été un petit peu un défi. C'est 1 heure et demie par panel à résumer en 2 pages dans le rapport et à résumer en 3 points dans la présentation que je fais aujourd'hui. Donc, j'assume que je n'ai pas tout dit, mais on a essayé de synthétiser l'ensemble. C'était un beau défi. Je tiens aussi à préciser, Percolable ont fait la récolte graphique. Donc, tout ce que vous voyez comme image, c'est lors du forum, Sophie Vidal qui dessinait ce qui se disait sur la scène. Donc, ça nous fait des belles planches pour voir de façon heuristique les idées qui ont été partagées sur la scène. Un petit retour sur le premier panel. On a commencé avec la mobilisation des forces locales. Ce que nos panélistes nous ont mentionné, c'est que présentement, bien, on assiste à une hausse de la présence des personnes immigrantes en région, malgré qu'il y a encore plusieurs obstacles. Vous les connaissez, le logement, le transport, les places en garderie ont été parmi ceux qui ont été les plus cités, mais aussi tout l'aspect humain, hein, le choc culturel est aussi à prendre en considération. Nos panélistes nous ont appris que l'immigration, c'est vital pour les régions, comme disait M. le maire en début d'événement. Ça permet d'éviter le déclin, notamment des services qui sont essentiels, puis ça permet de dynamiser l'économie locale. On a vu dans certaines régions des écoles qui ont resté ouvertes parce que des familles immigrantes se sont installées sur le territoire. On a vu des commerces qui ont pris de l'ampleur grâce aux personnes immigrantes. Donc, on voit à quel point les personnes immigrantes stimulent l'économie locale. Les panélistes ont mentionné un élément qui était assez important. On entend dans les discours, dans les médias, au niveau des politiciens, des fois, beaucoup de négativité entourant l'immigration. Donc, c'est nécessaire d'impliquer les élus, les citoyens, notamment pour la mise en œuvre de comités de concertation pour adapter l'offre de services, mais aussi pour entretenir un discours qui est positif. On a besoin, à notre époque, d'avoir nos leaders qui croient en l'immigration, mais on a besoin aussi que nos leaders véhiculent un discours positif afin que la population puisse s'en inspirer, mais aussi afin que les personnes qui émigrent dans les régions puissent se sentir accueillis. Donc, c'est un travail qu'on peut faire au quotidien quand on rencontre nos députés, leur parler d'immigration, puis leur répéter à quel point les personnes immigrantes contribuent à la vitalité des régions du Québec. Le deuxième panel est un petit peu plus précis sur les multiples contributions des personnes immigrantes au développement économique régional. On a appris que la pénurie de main-d'œuvre n'est pas terminée et ne sera pas terminée dans les 10 prochaines années. Donc, l'immigration demeure une réponse à cette pénurie de main-d'œuvre-là, mais ça stimule aussi l'économie locale parce que quand les gens s'intègrent en région, ils deviennent aussi des consommateurs des services de proximité. Donc, ça permet de dynamiser les différents milieux. Pour les employeurs, il y a un avantage indéniable que les panélistes ont mentionné, c'est que la diversification des équipes, bien, ça permet de stimuler l'innovation, ça permet de trouver des solutions qui sont plus pérennes. Donc, un panéliste a mentionné que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. C'est un discours qu'on entend souvent là, quand on parle de diversification des milieux. Bien, en entreprise, ça se reflète aussi et les employeurs auraient tout avantage à diversifier leur milieu. Les employeurs ont cependant une réflexion en lien avec les travailleurs étrangers temporaires. Les employeurs nous disent qu'ils souhaitent avoir un accès à la résidence permanente pour les travailleurs étrangers temporaires parce que les travailleurs étrangers temporaires, bien, ont trouvé des emplois, occupent des logements, participent au milieu de vie dans les régions. Et si ces gens-là repartent, les employeurs ont l'impression que leur investissement
tant en argent qu'en être humain, va se perdre avec le départ de ces personnes-là. Donc, ils encouragent le gouvernement à créer des voies d'accès vers la résidence permanente pour les travailleurs étrangers temporaires. On parle beaucoup de main-d'œuvre quand on parle d'immigration, mais la contribution économique des personnes immigrantes, ce n'est pas seulement d'être des bras et des jambes pour contribuer au travail dans les entreprises, c'est surtout, et je vous dirais, d'être des vecteurs d'innovation. L'entrepreneuriat, le reprenariat en région est stimulé par les personnes immigrantes. Donc, on a appris que des commerces qui pouvaient être des sommités dans leur région, je pense notamment à une pataterie à Rouyn-Noranda qui a été reprise par un couple de Congolais, ça permet de garder ces institutions locales vivantes et ça nous donne aussi l'opportunité, des fois, d'aller un petit peu plus loin. Donc, on a des entrepreneurs qui proviennent de différents pays et qui se rendent compte que nos régions n'ont peut-être pas accès à certains produits, à certains éléments qui sont présents dans leur pays ou des fois des façons de faire différentes. Donc, l'entrepreneuriat immigrant est vraiment un vecteur pour stimuler l'économie de nos régions. En termes de troisième panel, on a voulu aborder les conditions gagnantes pour devenir une communauté accueillante. Nos panélistes ont débuté par mentionner qu'une communauté accueillante, c'est une communauté qui met en place des services, qui met en place des initiatives, des espaces de participation qui permettent de créer des conditions de cohabitation harmonieuses et d'enrichissement culturel. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est une mixité sociale. On veut éviter l'isolement des personnes immigrantes. On veut qu'elles participent pleinement à la communauté locale. Puis, ça prend des municipalités, ça prend des MRC qui mettent en place des infrastructures et ça prend des organismes communautaires qui créent des occasions pour s'enrichir mutuellement. Souvent, c'est le manque de structure d'accompagnement puis l'absence d'ouverture qui amène les gens à vivre de l'isolement et à malheureusement quitter les régions. Donc, je ne sais pas si vous avez eu la chance de lire l'étude que mon collègue Mam Salah a rédigée l'année dernière sur les conditions des parcours des personnes immigrantes, mais c'était un élément qui était très important. Quand une personne immigrante se sent isolée en région, les chances qu'elle retourne vers Montréal où elle va trouver une communauté sont plus grandes. Donc, si on peut leur tendre la main, ça va permettre à ces personnes-là de s'enraciner. On a aussi appris dans les panels qu'il faut éviter d'utiliser le mot rétention parce qu'on ne veut pas retenir les personnes immigrantes. C'est comme un petit peu contre leur gré. On aime mieux parler d'enracinement. On veut que les gens mettent leurs racines dans la terre québécoise pour que leurs fruits puissent être cultivés par la suite. Donc, c'est une belle métaphore, là. C'est parce que c'est vivant. Puis, on s'entend au Québec que l'agriculture a été un élément fondateur de la nation québécoise. Puis, ce qui a été mentionné par les panélistes, c'est de partager des histoires de réussite. On n'entend pas suffisamment dans les médias les parcours de réussite des personnes immigrantes. On ne les met pas suffisamment de l'avant dans nos publications, dans les journaux, à la radio. Il y a des initiatives qui commencent, j'en ai vu certaines dans le Bas-Saint-Laurent, dans le Haut-Richelieu notamment, mais on a besoin de les rendre visibles davantage pour montrer leur contribution à la communauté locale et aussi pour que les personnes en région puissent s'habituer à voir des visages différents, puis s'habituer à cette mixité-là, parce qu'on s'entend, la régionalisation de l'immigration, ça n'arrêtera pas et c'est une transformation sociale de nos régions. Donc, la population qui peut être des fois réfractaire doit s'adapter. La gestion du changement, c'est toujours une étape qui peut susciter certaines résistances. Donc, si on amène des histoires de succès, ça va convaincre les gens que l'immigration en région, c'est positif. Puis ça aussi, ça va défaire les préjugés parce que c'est un élément que les panélistes ont mentionné à plusieurs reprises que oui, il faut travailler encore sur les stéréotypes, sur la discrimination, sur les préjugés. Faut y penser, il faut trouver des façons d'amener les gens à s'ouvrir à l'autre. Je pense que c'est un des beaux éléments qui a été mentionné dans ce panel-là. C'est Mme Essonneau qui est présente ici, qui est chargée de projet en immigration à Montérégie économique. Elle a mentionné, puis moi, je pense que ça va me rester comme citation, Francine, si tu me permets de te citer, c'est que dans le fond, l'intégration, l'inclusion, c'est une responsabilité partagée. C'est la responsabilité à la personne immigrante de vouloir s'intégrer, mais c'est la responsabilité de la communauté d'accueil de créer les conditions pour l'inclure. Je trouvais que c'était une belle façon là, de positionner les deux mots que des fois on met en compétition, alors que pour moi, puis pour Mme Essonneau, c'était une responsabilité partagée. Ce
qui est sûr et certain, c'est que c'est un processus qui prend du temps. Donc, on ne peut pas nécessairement aller rapidement dans l'intégration des personnes immigrantes parce qu'il y a le choc culturel. Puis aussi, ça doit être cultivé avec la bienveillance. On a besoin d'individus qui accompagnent les personnes immigrantes comme des traducteurs culturels qui leur expliquent le Québec, pourquoi les choses sont faites d'une certaine façon, leur expliquent pourquoi elles vivent des fois des confrontations à l'interne par rapport à leur façon d'être. Ces traducteurs culturels, puis vous en êtes dans la salle, c'est essentiel pour la régionalisation de l'immigration. Je vous remercie beaucoup à ce niveau-là. Le quatrième panel, c'était les orientations possibles pour l'avenir de la régionalisation de l'immigration. Donc, on voulait vraiment se tourner vers le futur. Qu'est-ce qu'on veut comme régionalisation de l'immigration? Donc, il a été mentionné que l'implication de l'ensemble des parties prenantes de la société est de déterminer des rôles spécifiques. Des fois, on a tendance à tous vouloir faire la même chose, mais il y a des aspects qui sont peut-être négligés. Donc, de déterminer des rôles dans une communauté, qui fait quoi, et d'avoir un leadership, que la municipalité ou la MRC devienne le leader pour l'intégration puis l'accueil des personnes immigrantes en région. C'est une des conditions gagnantes vers l'avenir qu'on souhaite développer davantage. On veut aussi comprendre que les personnes immigrantes souhaitent contribuer activement au milieu de vie en partageant leurs richesses, leur expérience acquise à l'étranger. Malheureusement encore, trop souvent, le dicton « à beau mentir qui vient de loin » est présent en arrière dans notre subconscient quand on pense à l'immigration, alors que les gens qui ont été formés à l'étranger possèdent des compétences qui pourraient nous aider au Québec. Donc, on veut que les personnes immigrantes qui arrivent en région puissent exploiter leur plein potentiel. Quand je dis exploiter, c'est vraiment le faire grandir puis l'amener à sa richesse. Au niveau de l'attractivité des régions, ce qui a été mentionné dans le panel, c'est que c'est le devoir des différentes communautés d'identifier leurs caractéristiques distinctives territoriales. Donc, oui, on peut dire qu'il n'y a pas de trafic, que c'est une ville à taille humaine, qu'il y a un accès à la nature, mais qu'est-ce qui différencie Saguenay de la Gaspésie, de l'Abitibi? Il y a des aspects d'identité culturelle présentes dans les régions qu'on doit mettre de l'avant pour faire connaître ces aspects-là aux différentes personnes immigrantes. Chaque territoire a sa particularité, puis souvent, on n'en parle pas suffisamment aux personnes immigrantes. Notamment, je ne sais pas si vous avez eu la chance d'aller voir le nouveau site d'emploi en région. Il y a une nouvelle section complète sur les régions du Québec avec des informations pour outiller les personnes immigrantes, avec des photos pour leur permettre de bien comprendre le Québec, de se visualiser. Donc, c'est un aspect qu'Emploi en région a mis de l'avant, mais c'est la contribution de tous et toutes qui va permettre d'améliorer cet aspect-là pour identifier l'identité territoriale. C'est important aussi de mettre en place des indicateurs chiffrés. Ça, les panels ont terminé avec cet aspect-là. Trop souvent, en régionalisation de l'immigration, on n'est pas capable d'avoir des indicateurs de performance parce qu'on parle de l'humain. Mais il existe des indicateurs de performance qualitatifs. On est capable de mesurer les actions qu'on fait sur le terrain, pas seulement en termes quantitatifs, mais aussi en termes de qualité. Hein. Puis, c'est important de pouvoir mesurer si on veut s'améliorer, parce que si on ne mesure pas, on n'est pas capable de prendre un pas de recul. Le forum est un moment dans le processus de régionalisation pour prendre un pas de recul. Le rapport, on peut les comparer les uns avec les autres, mais ça serait intéressant d'avoir vraiment des indicateurs de performance, puis de les réfléchir collectivement pour s'assurer qu'on puisse suivre les progrès, puis qu'on puisse aussi montrer que ça fonctionne, la régionalisation de l'immigration, pas seulement en termes quantitatifs, mais en termes qualitatifs. Donc, c'était un résumé de ce que vous allez pouvoir trouver dans le rapport en termes d'éléments partagés par les panels. Si vous me permettez, je vais juste prendre une petite gorgée d'eau. M. Campanile mentionnait que quand on fait un pèlerinage, que la régionalisation, c'est un peu comme un pèlerinage. Moi, j'en ai fait 2 dans ma vie. J'ai fait Compostelle, puis j'ai fait la Via Francigena. Puis, je vous dirais que s'hydrater, c'est peut-être l'aspect qui est le plus important dans un pèlerinage. Donc, merci de m'avoir donné un petit moment pour m'hydrater. On a aussi la chance d'avoir des conférences
enrichissantes lors de l'événement, des conférences qui nous ont amené soit un point de vue plus macro, un point de vue statistique avec l'Institut du Québec, ou des expériences pratiques. On avait un employeur présent, on avait aussi un projet des cégeps. Donc, je vais rapidement vous résumer ce qui a été dit dans ces conférences-là, mais je vous invite, si ce qui est marqué dans le rapport, vous voulez aller encore plus loin, sur la chaîne YouTube d'Emploi en région, vous avez accès à l'ensemble des vidéos du forum. Donc, vous pouvez revoir les vidéos. Vous pouvez même éditer des morceaux puis l'utiliser pour vous dans vos médias sociaux numériques. Donc, on vous encourage fortement à utiliser le contenu. C'est un contenu qui est à votre disposition. La conférence de l'Institut du Québec, ça s'intitulait Immigration et marché du travail, où en sommes-nous? Ce qui a été mentionné, c'est que présentement, la croissance démographique du Québec et le renouvellement de la population et le renouvellement de la main-d'œuvre, c'est grâce à l'immigration. On sait, on a un problème démographique au Québec, on a un déclin des natalités. Donc, c'est vraiment l'immigration qui stimule la croissance démographique. On est à presque 25 de personnes immigrantes de première ou de deuxième génération au Québec. Donc, c'est quand même le quart de notre population qui provient de l'étranger. Malheureusement, ce qu'on a appris, c'est que le taux de chômage pour les personnes immigrantes est 3 fois plus élevé que celui des natifs. Je trouvais que c'était une statistique importante parce que ça nous dit que malgré le fait que c'est une réponse économique puis à la pénurie de main-d'œuvre, les personnes immigrantes vivent encore des obstacles systémiques à l'intégration en emploi. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'organismes communautaires solides qui peuvent les accompagner pour les soutenir dans leur processus d'intégration au marché du travail. Et l'autre aspect qui a été mentionné, c'est que souvent les compétences des personnes immigrantes sont sous-utilisées sur le marché du travail, des gens qui sont en situation de surqualification. Donc, il y a encore un travail pour que les personnes immigrantes puissent participer pleinement à la vie économique des régions. De l'autre aspect, ce qui a été mentionné par M. Savard, c'est que les régions, elles offrent des avantages notables aux personnes immigrantes pour l'insertion du marché du travail comparativement à la région métropolitaine de Montréal. Il y a moins de compétition pour les emplois, il y a plus d'espace pour se faire voir, pour se faire connaître. Souvent, on le remarque quand les personnes immigrantes décident d'être proactives, elles s'impliquent très bien dans les communautés, peuvent être membres de conseils d'administration, peuvent participer au conseil de ville. Donc, en région, il y a cet espace-là qu'on peut utiliser pour bien intégrer les personnes immigrantes, d'où l'importance de la régionalisation de l'immigration. La conférence du groupe Patrimoine, c'était sur les barrières linguistiques et culturelles d'intégrer un groupe de travailleurs ukrainiens en entreprise. Donc, plus de 30 travailleurs ukrainiens qui ont été intégrés en quelques mois dans l'entreprise. M. Demers nous a parlé que pour s'assurer l'implication des employeurs, oui, ça prend des décideurs qui ont une vision, ça prend des décideurs qui décident de s'engager parce que c'est un élément qui peut des fois être exigeant, mais c'est l'ensemble de l'entreprise, l'ensemble de l'organisation qui doit être mis à contribution pour s'assurer qu'il n'y ait pas de discrimination puis s'assurer que les conditions gagnantes pour intégrer les gens dans l'organisation soient présentes. Donc, partir d'un leadership, mais que ça s'approprie par l'ensemble de la population. Il y a quelques obstacles qui ont été mentionnés, mais ces obstacles-là, M. Demers disait, on peut toujours les résoudre. Il faut juste avoir une pensée novatrice puis être capable d'aller au-delà de ce qu'on a toujours fait. C'est un petit peu ce que les personnes immigrantes nous amènent à réfléchir, c'est comment on peut faire ce qu'on fait différemment. Ça prend notamment l'accompagnement. Il y a des organismes spécialisés, il y a des professionnels spécialisés en relations interculturelles notamment. Donc, il faut faire appel à leurs services pour s'assurer que les personnes immigrantes vont être intégrées sainement dans les organisations. C'est essentiel de structurer cette initiative-là de recrutement avec une vision à long terme. Il ne faut pas voir, malheureusement, à court terme, le résultat parce qu'il y a une courbe d'apprentissage, parce qu'il y a un moment mutuel d'accommodement, d'adaptation. Puis, ce moment-là, ça va donner des fruits, mais il faut laisser à l'arbre le temps de grandir puis de donner des fruits. C'est souvent ce qu'on parle au niveau de l'interculturalisme au Québec, d'avoir un tronc solide avec des branches différentes. Donc, c'est un petit peu ce que M. Demers nous mentionnait dans sa conférence. Par la suite, Evol nous a amené un petit peu vers le niveau de l'entrepreneuriat en région pour parler de l'impact durable des entrepreneurs immigrants. On a parlé de l'écosystème entrepreneurial québécois qui n'utilise pas
à son plein potentiel des groupes qui sont sous-représentés, dont les personnes immigrantes en font partie. Ces gens-là vivent des obstacles systémiques. L'accès au crédit a été mentionné comme un obstacle assez important parce qu'il n'y a pas nécessairement d'historique de crédit. Puis aussi, des fois, nécessairement, il y a de la discrimination avec ces groupes sous-représentés. Donc, il faut continuer à travailler, continuer à conscientiser, continuer à sensibiliser la population. Ensuite, bien, les entrepreneurs immigrants font face à des défis plus importants que les entrepreneurs locaux. Ils n'ont pas nécessairement de réseau local. Le réseau, c'est souvent la pierre d'assise pour partir une entreprise, notamment dans des milieux des fois plus modestes. Donc, d'avoir un soutien, d'avoir de l'accompagnement qui est adapté, c'est hyper important. Mais ce qu'ils veulent nous mentionner, c'est qu'en région, des fois, les professionnels qui font de l'accompagnement n'ont pas nécessairement les formations nécessaires pour bien intervenir en relations interculturelles, pour bien comprendre les spécificités des entrepreneurs immigrants. Donc, il y a un travail à faire à ce niveau-là. Puis, Evol mentionnait qu'il faut ajuster les politiques financières pour qu'elles soient plus inclusives, offrir du mentorat pour s'assurer que les personnes immigrantes puissent bien comprendre le marché dans lequel ils vont bâtir leur entreprise, puis d'avoir des accompagnements ciblés et de valoriser les modèles de réussite. Quelques modèles ont été mentionnés durant cette conférence. La dernière conférence, et non la moindre, qui nous a été présentée, c'est la conférence de la Fédération des cégeps, le projet de reconnaissance des compétences d'infirmières et d'infirmiers recrutés à l'international. Ce qu'on a appris, c'est qu'un projet de cette ampleur, de cette importance-là, c'est un défi logistique, pas juste sur le plan de l'infrastructure, pas juste sur le plan des diplômes, de la reconnaissance, mais aussi sur le plan humain. Parce qu'il faut adapter notre approche, il faut l'adapter de façon systémique parce que des fois, les façons de faire québécoises ne sont pas nécessairement adaptées à la réalité des travailleurs étrangers. Ce qu'on a aussi compris, c'est qu'un projet comme celui-là, il ne peut pas réussir sans une gouvernance collaborative. Donc, on ne peut pas faire les choses en silo. Il faut s'assurer d'avoir un effort qui est collectif, mais un effort qui est planifié. Donc, on ne peut pas s'improviser. C'est pour ça que des organismes comme Emploi en région et les organismes partenaires d'Emploi en région sont essentiels dans l'équation pour bien intégrer les personnes qui sont des travailleurs étrangers. On a mentionné que des conditions gagnantes pour réaliser le projet, notamment en termes de compréhension partagée des rôles respectifs, être capable d'avoir une approche globale, d'avoir des pratiques réflexives, donc de réfléchir à comment qu'on fait, puis d'être capable de s'ajuster sur comment qu'on agit, avoir un encadrement rigoureux pédagogique parce que c'est important que les gens aient les bonnes compétences pour arriver sur le marché du travail, puis développement des outils adaptés. Des fois, c'est des outils adaptés dans la langue, mais des outils aussi adaptés au contexte interculturel et ainsi qu'une sensibilité culturelle des individus qui vont être impliqués. Donc, encore là, on a parlé de bienveillance. Avant de parler des pistes de réflexion et d'action, je vais me permettre d'aller à la fontaine et je vous reviens. Donc, je vous ai mentionné en début de présentation que faire une synthèse de ce qui s'était dit dans le forum, ça a été un bon défi. Je vous dirais que ce qui a été encore plus challengeant, si vous me permettez l'expression anglophone, c'est de réussir à décortiquer l'écriture de certaines personnes sur certains post-it. On a eu plusieurs centaines de post-it qui ont été rédigés. On a fait un effort collectif avec Percolab qui a été vraiment des discussions enrichissantes. On a catégorisé les post-it. On a demandé aux gens d'identifier des priorités, ce qui nous a permis, dans la rédaction du forum, du rapport du forum, d'arriver avec des pistes de réflexion et des exemples d'action en une certaine hiérarchie d'importance pour les gens qui étaient présents. Donc, la prochaine section que je vous présente, c'est vraiment le travail collectif que vous avez fait lors du forum. Encore là, c'est des réflexions, c'est des suggestions. Il n'y a aucune obligation, mais ce qu'on aimerait, c'est que vous puissiez vous les approprier, que vous puissiez vous dire, moi, cette piste-là, j'ai envie de la mettre en action, puis j'ai envie que dans 2 ans, quand je vais aller au 4e forum sur la régionalisation de l'immigration, je vais dire, moi, je l'ai fait ça dans ma communauté. Donc, si vous êtes capable de regarder les pistes puis de vous dire, OK, c'est quel morceau que je veux prendre? Des fois, on a le dicton, un éléphant, ça se mange par morceau. Hein? Donc, si on est capable là, de
se l'approprier, puis aussi, vous, dans vos milieux, d'être capable d'aller voir les autres institutions, les autres organisations qui intègrent les personnes immigrantes, puis de leur dire, hey, on a un rapport, puis qu'est-ce qu'on peut faire ensemble avec les recommandations qui sont faites dans ce rapport? Bien, c'est une belle façon de faire vivre le rapport dans vos communautés et ça nous fera plaisir avec Emploi en région de venir vous voir, puis d'en discuter avec vos communautés, puis de mobiliser vos forces locales. La première prise prioritaire qui a été mentionnée, c'est de conscientiser l'ensemble des parties prenantes de la société québécoise à la réalité des divers parcours d'immigration. Parmi les principaux éléments à explorer, premièrement, c'est de promouvoir un discours inclusif à l'égard des personnes immigrantes. Ensuite, c'est d'informer l'ensemble de la population sur la pluralité des parcours migratoires, la distinction des statuts et des droits associés aux différents statuts. Trop souvent dans les médias, il y a une surreprésentation de la problématique en lien avec les demandeurs d'asile, alors que la majorité des personnes qui émigrent au Québec le font par une voie économique. On n'en parle pas suffisamment à quel point qu'ils viennent nous aider dans nos industries, qu'ils viennent nous aider dans nos services. Donc, c'est un aspect qui a été mentionné à plusieurs reprises. C'est un des aspects qui a été, je vous dirais, le plus mentionné dans les post-it que j'ai traités. Promouvoir les valeurs d'ouverture, de curiosité culturelle dans les médias aussi, c'est un élément qui revenait assez fréquemment. Et d'identifier les iniquités vécues par les personnes immigrantes afin de les résoudre. Oui, c'est beau d'en parler positivement, mais il reste sur le terrain qu'il y a des obstacles, puis il y a des défis que les personnes immigrantes vont vivre. Et c'est à chaque communauté d'apprendre à les connaître pour pouvoir les adresser, notamment dans une politique d'accueil et d'intégration, pour s'assurer qu'il y ait un suivi pour ne pas laisser les gens qui sont peut-être les plus vulnérables de notre société en pan. Quelques actions proposées et là, on a sélectionné seulement 2 actions pour alléger la présentation, mais je vous invite à consulter dans le rapport, il y a beaucoup plus d'actions, notamment produire un guide à l'intention des élus et des médias pour développer leur bienveillance à l'égard des personnes immigrantes. C'est un travail collectif peut-être qu'on peut faire. Créer des lieux et des moments d'échange interculturel pour comprendre les particularités des différentes culturelles. Je me parlais avec certaines personnes d'entrée de jeu ici, puis on se disait à quel point le contact humain est important et dans le domaine de la régionalisation et de l'immigration, le contact humain, je vous dirais, c'est essentiel. C'est ce qui nous a été partagé. La deuxième piste prioritaire, bien, c'est de renforcer la préparation des personnes immigrantes en amont de leur processus d'immigration. On a l'impression qu'il y a un travail qui pourrait être fait, comme des fois, ça peut prendre du temps avant de réussir à immigrer au Québec. Bien, pourquoi pas bénéficier de ce temps-là pour faire une meilleure présentation? Donc, notamment d'améliorer l'information qui est destinée aux personnes immigrantes avant leur arrivée, afin de les aider à mieux se préparer dans leur immigration puis de leur intégration, notamment en lien avec le choc culturel. Dresser un portrait réaliste du milieu de vie, plutôt que d'utiliser des contenus marketing qui font la promotion rose d'une région auprès des personnes immigrantes, de développer des outils de communication pour présenter le milieu de vie local aux personnes immigrantes et de favoriser les échanges entre la communauté d'accueil et les personnes immigrantes avant leur arrivée. Il y avait un exemple que certaines communautés ont créé des groupes WhatsApp avec les gens qui veulent venir s'installer sur leur territoire pour déjà avoir une communication avec ces personnes-là. Donc, c'est des éléments qui ont été partagés. En termes d'actions qui ont été proposées, améliorer la communication entre les organismes qui offrent des services d'intégration aux personnes immigrantes et les représentations du Québec à l'étranger afin de mieux informer sur la réalité des personnes immigrantes qui émigrent dans les régions québécoises et les aider à adopter un discours qui est réaliste. Parce qu'on a l'impression que des fois que la promotion du Québec à l'étranger se fait vraiment pour stimuler des inscriptions puis stimuler l'immigration. Puis les personnes, quand ils arrivent ici, ils se disent « Ah, bien, on m'avait dit qu'un emploi, c'était facile à trouver, puis moi, je ne trouve pas facilement un emploi. » Donc, peut-être d'avoir un discours qui est un petit peu plus réaliste pour que la personne puisse anticiper les difficultés qu'elle va avoir dans son parcours d'immigration. Il a été aussi mentionné que la réalité virtuelle peut nous aider à faire connaître les milieux de vie, notamment à la MRC de Joliette. Ils ont développé des capsules de réalité virtuelle pour parler de discrimination, pour mettre les gens dans la peau de l'autre, pour comprendre comment qu'une personne qui vit de la discrimination peut se sentir quand elle vit cette discrimination-là, puis comment que ça peut être insidieux dans le regard des gens, dans la façon d'être des gens. Donc, la réalité virtuelle, c'est une nouvelle technologie qui peut être utilisée. Comme troisième piste prioritaire, développer des conditions gagnantes pour inclure les personnes immigrantes dans les communautés
locale. Donc, définir les besoins du territoire local, on l'a mentionné dans certains panels, intégrer la réalité des familles immigrantes dans les politiques familiales, ça peut être aussi un autre aspect d'intégration. Élaborer des plans stratégiques régionaux pour l'immigration, donc que chaque région se dote un plan d'action pour la régionalisation de l'immigration et d'impliquer et responsabiliser la société civile dans le processus d'intégration des nouveaux arrivants. Je vais me prendre une petite gorgée. Je vous rassure, la traversée du désert est presque terminée. Oups, est-ce que j'ai perdu ma présentation? Ah, j'ai cliqué par mégarde, désolé. Ouais, ben, mets-le là, puis je reviendrai au pire. Oui, il faut juste cliquer dans présentation. Faire présenter, oui, exact. Désolé pour le petit enjeu technique. De retour. Donc, les exemples proposés pour la troisième piste prioritaire, bien, désigner un élu local comme responsable de l'avancement des dossiers reliés à l'intégration des personnes immigrantes au sein de la communauté. Bien, les élus ont un leadership et c'est important qu'ils puissent prendre en main le dossier de l'immigration, puis d'évaluer localement le contexte d'accueil des personnes immigrantes pour identifier les obstacles qui sont vécus par celles-ci lors de leur processus d'intégration à la communauté. La quatrième piste prioritaire, réduire les obstacles matériels et relationnels à l'établissement durable des personnes immigrantes en région. Donc, notamment, renforcer l'offre de francisation pour les allophones en région. On a besoin de davantage de francisation, c'est ce qui a été mentionné lors du forum. Développer des projets pilotes pour répondre à la pénurie de logements abordables dans les régions du Québec. Je ne sais pas si je vous ai parlé du bulletin sur de liaison sur la régionalisation de l'immigration, mais il y a un bel article dans le dernier numéro qui porte sur Granby Industriel qui a mis en place un projet collectif pour susciter de l'hébergement. Donc, vous irez lire ce bulletin-là, on m'a dit qu'il était très intéressant. Et renforcer l'offre de transport régional, interrégional. Ce qui a été mentionné à ce niveau-là, c'est qu'on peut faire du covoiturage interculturel dans les entreprises, donc promouvoir cette possibilité-là, puis faire participer la population pour augmenter l'hébergement disponible en attendant de construire des nouvelles portes. J'étais content d'apprendre que 2700 portes à Sorel-Tracy. Présentement, on a Delphino, à peu près 3000 personnes immigrantes inscrites chez Emploi en région. Donc, on pourrait combler toutes vos portes à Sorel-Tracy sans problème. Donc, avec l'Orientec, je pense qu'on a du boulot à faire pour les prochaines années. Cinquième piste prioritaire, outiller les personnes immigrantes pour favoriser leur intégration à la société québécoise. Ça, c'est un élément qui a été mentionné. C'est-à-dire que les personnes immigrantes, ce n'est pas des personnes qui sont nécessairement vulnérables à qui on doit tout donner. Elles ont une responsabilité dans leur intégration et elles peuvent se prendre en main et il faut valoriser leur autonomie dans ce processus-là. Donc, notamment améliorer la compréhension des personnes immigrantes sur la culture et la société québécoise et le processus de choc culturel parce que quand on vit le désenchantement, des fois, on peut essayer de trouver d'autres lieux pour essayer de fuir le désenchantement, mais le désenchantement, c'est une étape dans le processus culturel et ce qui est beau, c'est qu'après la pluie, on a un beau soleil comme qu'on voit dehors présentement. Puis, promouvoir l'entrepreneuriat, le reprenariat immigrant en région, plus qu'il y a d'entrepreneurs puis de repreneurs qui vont être en région, mais plus que les conditions vont être favorables pour bien les intégrer. Quelques pistes d'action. Développer un panier d'accueil pour les nouveaux arrivants, incluant des rabais sur les services municipaux et chez les commerçants locaux, leur donner des incitatifs pour aller voir la population locale puis participer à la communauté. Développer des guides d'information concernant les services et les ressources du territoire, mais qui sont adaptés à la situation des personnes immigrantes. Des fois, dans la langue de la personne immigrante, ça peut être intéressant d'avoir un guide, mais qui est traduit dans plusieurs langues. Ça démontre un facteur d'inclusion. La sixième piste prioritaire, renforcer et valoriser l'écosystème de soutien aux personnes immigrantes. Ce qui a été mentionné, c'est que depuis 1992, on a des organismes communautaires qui travaillent d'arrache-pied pour aider l'intégration des personnes immigrantes. Elles ont une expertise hyper importante, mais malheureusement,
on ne la met pas suffisamment en valeur dans les communications. Donc, faire connaître les organisations locales qui soutiennent les personnes immigrantes, c'est d'une façon que votre communauté peut contribuer à leur rayonnement, être davantage dans un esprit de collaboration plutôt que de compétition au sein de l'écosystème. Donc, de voir comment on peut se concerter, comment on peut mutualiser des ressources ensemble. Puis, bien, c'est sûr que simplifier le référencement entre les organismes pour mieux répondre aux besoins des personnes immigrantes. Un des éléments qui a été mentionné, c'est que souvent, les organismes communautaires qui ne sont pas spécialisés en immigration, quand il y a des personnes immigrantes qui arrivent, veulent faire affaire avec un organisme local qui est spécialisé en immigration, mais c'est important aussi que les employés de ces organismes-là comprennent la réalité des personnes immigrantes. Et certaines actions qui ont été mentionnées, développer un guide de bonnes pratiques pour améliorer l'uniformisation des services des organismes. J'ai l'impression qu'on va développer beaucoup de guides dans les prochaines années. Donc, on a de l'écriture à faire. Je ne sais pas s'il y a des rédacteurs présents, mais on va avoir du travail aussi pour vous. Mutualiser des services entre les organismes lorsque la situation le requiert. La 7e et dernière piste prioritaire, ajuster les mesures administratives à la réalité vécue. Donc, s'assurer l'adéquation entre les règles de financement et les besoins sur le terrain. Éviter les approches uniformes et prendre en considération les différences entre les régions limitrophes des grands centres et les régions plus éloignées. Donc, chaque région a sa particularité, mais chaque région veut aussi mettre de l'avant cette particularité-là. Quand les décisions se passent à Montréal pour les régions, mais c'est quelque chose qui n'est pas souhaité, puis c'est quelque chose qui ne prend pas nécessairement en valeur ce qui se passe sur le terrain. Harmoniser les exigences de reddition de comptes à la réalité des projets, ça a été mentionné beaucoup par les organismes communautaires. Les exigences de reddition de comptes, des fois, peuvent être lourdes, peuvent demander beaucoup d'efforts, beaucoup de ressources, des efforts, des ressources qui ne sont pas mis pour aider les personnes immigrantes à s'intégrer. Donc, si on peut réduire le fardeau administratif, bien, ça permettrait d'avoir une meilleure régionalisation de l'immigration et faciliter la transition du statut temporaire au statut permanent. On l'a mentionné dans un panel, mais c'est revenu beaucoup dans vos écrits aussi. Exemple de pistes d'action proposées, d'établir des indicateurs de performance alignés avec la réalité du terrain pour suivre l'évolution des actions en régionalisation de l'immigration, ne pas laisser aucune personne de côté dans cette réflexion stratégique-là et favoriser le dialogue entre le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration et les organismes subventionnés pour consolider les efforts déployés sur le terrain. À ce niveau-là, je dois mentionner que le ministère était très présent au forum, plusieurs directions de plusieurs régions, plusieurs AAI, plusieurs conseillers aux entreprises. Donc, c'est intéressant et c'est agréable d'avoir des gens du ministère qui sont présents au forum. Avant de donner la parole pour la période de commentaires et de questions, juste en conclusion, en lisant les commentaires que vous avez faits, en écoutant les panels, il y a un élément qui m'est resté, puis c'est un petit peu en lien avec le congé pascal, c'est à quel point on peut avoir le cœur à la bonne place quand on travaille en régionalisation de l'immigration, puis à quel point ce cœur-là est important pour s'assurer que l'être soit intégré dans le faire. Parce qu'au Québec, on est beaucoup dans le faire, mais des fois, on oublie le être. Puis il y a certaines cultures qui sont beaucoup plus dans le être que dans le faire. Puis on aurait peut-être avantage à apprendre de ces cultures-là pour essayer d'équilibrer notre être et notre faire. Donc, bien, je vous souhaite un beau congé pascal et merci beaucoup pour votre écoute attentive. Puis appropriez-vous le rapport et contactez-nous pour qu'on puisse vous voir et abonnez-vous au bulletin de liaison. Merci.